Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir la différence entre l'action oblique et l'action polienne avec des schémas, des exemples, bref, tout ce qu'il faut pour que vous compreniez bien les choses. Déjà, il faut savoir que le régime général des obligations, c'est un peu comme le jeu du chat et à la souris, d'accord? Le chat, c'est le créancier et la souris, c'est le débiteur. Le chat poursuit la souris, le créancier poursuit le débiteur. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, que ce soit l'action oblique ou l'action polienne, ce qui est sûr, c'est que le créancier, lui, il veut son argent. Il veut être payé. Et le débiteur, évidemment, il veut éviter de payer. Donc, la question qui va se poser, c'est comment, en tant que créancier, je vais pouvoir me faire payer et donc attraper la souris, en gros. Autrement dit, et plus juridiquement parlant. Et d'ailleurs, dans un cas pratique, la question c'est est-ce qu'il est possible pour moi, en tant que créancier, d'avoir recours à des mécanismes en droit qui vont garantir l'exécution d'une obligation? Bien oui, j'ai des recours, c'est l'action oblique ou l'action polienne. En fait, là, vous avez compris qu'on est dans la partie de votre cours sur les actions ouvertes aux créanciers. On me doit quelque chose, je suis créancier. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'ai soit l'action oblique, soit l'action polienne. Parce que quand vous êtes créancier d'une obligation, vous avez des droits, d'accord? Et dans ces droits, vous avez notamment le droit à l'exécution de l'obligation. Donc c'est pour ça qu'on se demande si on a des recours qui peuvent nous garantir l'exécution de l'obligation. Parce que j'y ai le droit, tout simplement. En tant que créancier, j'ai le droit à l'exécution de l'obligation. Donc finalement, l'obligation, elle est obligatoire pour dire les choses simplement. Donc en tant que créancier, je peux tout à fait exiger du débiteur qu'il exécute son obligation. C'est mon droit. Mais vous comprenez bien que, voilà, si jamais l'action oblique, ou l'action polienne n'existait pas, vous comprenez bien que si j'ai ce droit en tant que créancier, en théorie, bah, c'est plus compliqué de le mettre en œuvre. Je vais vouloir réclamer mon argent, mais vous, vous avez pas d'argent, vous êtes insolvable, donc oui, très bien, j'ai mon droit en théorie, mais il va me servir à rien en pratique, d'accord? Je vous donne un exemple. Si je vous dois 1 000 €, bah, théoriquement, vous, vous avez le droit d'exiger de moi que je vous paye les 1 000 €. Mais si j'ai pas d'argent, bah, en pratique, votre droit, il va pas servir à grand chose puisque, j'ai plus d'argent, je suis ruiné. Donc, c'est pour ça que le code civil va permettre au créancier de protéger son droit à l'exécution d'une obligation en mettant à sa disposition 2 actions, l'action oblique et l'action polienne. Donc voilà, d'entrée de jeu, vous avez les choses qui sont dites très simplement, d'accord? Maintenant, sur la différence entre l'action oblique et l'action polienne, dans l'action oblique, on va reprocher au débiteur de ne pas avoir agi, alors que dans l'action polienne, c'est le contraire, on reproche au débiteur d'avoir agi. Alors évidemment, pour comprendre tout ça, on va voir ce que sont distinctement ces 2 actions pour que vous compreniez bien et on va faire des schémas et on va utiliser des exemples comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que l'action oblique? Déjà, l'action oblique, elle est prévue à l'article 1341-1. C'est votre fondement juridique. Donc, dans un cas pratique, vous le mobilisez tout de suite, cet article, si jamais vous devez parler de l'action oblique, d'accord? L'action oblique, il faut savoir qu'elle est exercée par le créancier pour le compte de son débiteur, mais cette action oblique, si elle est exercée par le créancier, elle est dirigée contre le tiers. Le tiers, c'est le débiteur du débiteur. En gros, mon débiteur, il a des droits et des actions qu'il pourrait exercer contre le tiers, son propre débiteur, et il ne le fait pas. Alors que ça aurait pu permettre de me payer, moi, créancier. Donc, en fait, on lui reproche de ne pas avoir agi. Donc, du coup, je suis créancier, je vais agir à la place de mon débiteur à l'encontre du tiers, donc à l'encontre du débiteur de mon débiteur. Je suis créancier, je vais utiliser, entre guillemets, l'action qu'aurait pu faire, exercer le débiteur, mon débiteur, mais qu'il n'a pas faite, à l'encontre de ce tiers. Donc, je viens de vous le dire, là, par rapport à l'action oblique, on reproche au débiteur de ne pas avoir agi. Mais dans quel cas il n'a pas agi? Ça veut dire quoi? En fait, il y a 2 cas de figure dans cette action oblique. Le premier cas de figure, c'est celui qu'on vient de voir. J'ai une créance sur un débiteur, il ne peut pas me payer parce qu'il est insolvable, mais lui-même a en réalité une créance sur un autre débiteur et s'il réclamait le paiement à son propre débiteur, bah, il sera en mesure de me payer. Donc je vous donne un exemple. A a une créance sur B de 100 €.
B a une créance de 100 € sur C, d'accord? Sauf que B, il agit pas en paiement contre C. Il se dit: «Bon, bah, voilà, moi, si je récupère l'argent, de toute façon, j'en verrai même pas la couleur, donc je vais pas me fatiguer à faire une action en paiement, contre C puisque de toute façon, l'argent, il va aller à A. Donc je vais pas en profiter de l'argent». Donc c'est pour ça que B n'agit pas et l'action oblique, elle va permettre à A d'agir à la place de B et du coup, il va lui-même exercer l'action en paiement contre C. L'action qu'aurait pu faire B, mais qu'il n'a pas faite, d'accord? Donc dans l'action oblique, le créancier va agir contre le débiteur de son débiteur pour exercer l'action que son propre débiteur n'a pas exercée. Ça, c'est l'hypothèse la plus courante. Voilà, le débiteur est ici insolvable. Il est insolvable, mais il aurait pu régler la situation, en se faisant, payer par, le tiers. On a un deuxième cas de figure, c'est-à-dire que là, mon débiteur, bon, il a toujours des droits et des actions qu'il pourrait exercer, mais il ne le fait pas. Et ça, le fait qu'il ne le fasse pas, eh bien, ça me nuit en tant que créancier. Donc ici, le problème, c'est pas que le débiteur, il soit insolvable, mais simplement que le débiteur n'agit pas et en conséquence, ça empêche le créancier de pouvoir exercer son droit de créance. Je vous donne un exemple. Imaginez, voilà, moi je suis locataire, je subis les nuisances de mon voisin, qui est également locataire, hein, et mon bailleur ne fait rien. Alors que pourtant, voilà, vous êtes d'accord avec moi, un bailleur, il doit pouvoir assurer la jouissance paisible du logement en vertu du contrat de bail. Et voilà, on a ce voisin locataire qui est responsable des nuisances. Donc je vais faire quoi? Je vais agir contre mon voisin pour le compte de mon bailleur débiteur, si jamais cette inertie donc me nuit. Il n'y a pas de question d'insolvabilité ici. Le fait qu'il fasse rien, le bailleur, bah, ça me nuit. Je vous donne un autre exemple. On a un propriétaire de 2 locaux commerciaux, voilà, on est dans un centre commercial et ce propriétaire, il va conclure, un premier contrat sur le premier local commercial. Donc A, le propriétaire, conclut un contrat de bail avec B et dans ce contrat, il est prévu que B n'a le droit de vendre que des jouets pour enfants, d'accord? Et vous avez le propriétaire A qui va conclure un contrat de bail avec, C pour le deuxième local commercial et là, il est prévu que C n'a le droit de vendre que des parapluies. Bon, imaginons qu'en cours d'exécution du contrat de bail, on a, C qui se met à vendre des, jouets pour enfants. Donc ça veut dire que là, il fait concurrence clairement à B qui vend lui aussi des jouets pour enfants. Et d'ailleurs, C n'avait pas le droit de vendre des jouets pour enfants vu que dans son contrat, il est prévu qu'il va vendre des parapluies. Donc il le fait, en violation de son contrat. Donc B, il est très embêté, il se trouve avec un concurrent, il va trouver A, lui dire: «Voilà, vous devez faire quelque chose, il faut qu'il respecte, son contrat, sinon au pire on peut même, résilier le contrat de bail commercial». Et vous avez A, le propriétaire, qui fait absolument rien. Il reste inerte, d'accord? Et bien là, B va pouvoir prendre la place de A et exercer l'action oblique. Il va pouvoir prendre, la place de A pour agir éventuellement en résiliation du bail contre C. D'accord? Alors maintenant, on va voir les conditions de l'action oblique. Vous avez plusieurs conditions, 3 conditions notamment, relatives à l'intérêt à agir du créancier obliquant, parce que dans l'action oblique, le créancier, on l'appelle le créancier obliquant. Donc, niveau, vocabulaire, il faut le savoir. Juridiquement, c'est important. Ensuite, vous avez des conditions relatives à sa créance et vous avez des conditions relatives aux droits exercés par le créancier pour le compte du débiteur obliqué. Le débiteur est en effet appelé le débiteur obliqué. Donc, sur la première condition, sur l'intérêt à agir du créancier obliquant, en fait, le créancier, il doit avoir intérêt à agir. En gros, on ne peut pas se mêler des affaires du débiteur sans raison. L'action oblique, c'est, j'agis à la place de mon débiteur. Donc,
Bah, voilà, OK, tu pas agi, bah, je vais agir à ta place. Mais pour que j'agisse à ta place, bah, encore faut-il que moi j'ai intérêt à agir. Je vais pas aller, toquer à la porte, du tiers, sans raison. «Bonjour, c'est moi, je viens toquer à votre porte, monsieur le tiers, mais j'ai aucun intérêt à le faire». Ça a pas de sens, vous êtes d'accord avec moi? Donc faut que, en tant que créancier, vous ayez un intérêt à agir. Comment? Ben, tout simplement, faut montrer une carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et que cette carence, elle ait causé un préjudice au créancier. La carence du débiteur, en fait, c'est la carence qui va justifier le fait que le créancier puisse agir pour le compte de son débiteur, à la place du débiteur. La carence, ça veut dire tout simplement qu'il n'a rien fait, il n'a pas agi. C'est l'inaction finalement du débiteur, d'accord? Et la carence qui cause un préjudice au créancier, c'est-à-dire, là, dans ce cas, ça veut dire que, bah, la carence, si vous voulez, elle va compromettre les droits du créancier. La créance, si jamais là, il faut distinguer, hein. La créance, si jamais elle porte sur une somme d'argent, vous allez devoir démontrer dans ce cas que la carence du débiteur, elle a entraîné ou aggravé son insolvabilité. Il va falloir démontrer qu'au moment où on veut faire l'action oblique, d'accord, le débiteur était insolvable. Et donc il peut pas payer. Il peut pas payer le créancier. Donc ça compromet les droits du créancier. D'accord? Si jamais maintenant la créance ne porte pas sur une somme d'argent, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec, le centre commercial, et bien là, pour démontrer le préjudice, il va falloir établir que l'inaction du débiteur prive le créancier de la possibilité d'exercer son droit de, créance. Donc voilà, si jamais, à contrario, le débiteur, il est en mesure d'exécuter son obligation, bah, le créancier, il a aucun intérêt à agir. D'accord? Maintenant, par rapport à la créance invoquée par le créancier, elle doit être certaine, liquide et exigible. Alors, certaine, ça veut dire que faut pas qu'on ait de doute, sur cette créance. Il faut pas non plus qu'il y ait de contestation sur l'existence de la créance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, voilà, si vous me dites que moi je vous dois 1 000 € et que moi je dis: «Non, c'est pas vrai, je vous dois pas 1 000 €», bah, là, la créance n'est pas certaine. À partir du moment où, moi je la conteste, bah, elle n'est pas, certaine, d'accord? Maintenant, par rapport au fait que la créance, elle doit être liquide, tout simplement, ça veut dire que le montant de la créance doit être fixé. D'accord? Et ça ce critère de liquidité ne vaut que pour les créances monétaires. La créance doit être liquide, c'est une créance dont le montant est fixé précisément. Donc ça veut dire qu'on connaît le montant. Donc dans votre cas pratique, vous connaissez le montant de la créance, tout simplement. Et la créance doit être exigible, ça veut dire que, bah, on doit pouvoir en réclamer immédiatement l'exécution. On doit pouvoir réclamer immédiatement le paiement. Par exemple, moi, si je vous ai emprunté, bah, 1 000 € et qu'on s'est mis d'accord pour que je vous paye, dans, 2 semaines, et bien, pour l'instant, au jour J, là, au moment, présent, la créance n'est pas exigible. La créance, elle sera exigible seulement dans 2 semaines. D'accord? Alors maintenant, par rapport aux droits et actions exercés par le créancier pour le compte du débiteur, on a donc l'article 1341-1 qui nous dit quoi? Je vais vous lire, l'article. On nous dit: «Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne». Donc sur les droits et actions, déjà le principe c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut faire une action oblique, mais à condition que les droits et actions aient un caractère patrimonial. Et vous avez 2 exceptions, donc à contrario, ça veut dire que les droits et actions à caractère extra-patrimonial, c'est pas possible. Et la deuxième exception, c'est, quand vous avez des droits et actions à caractère patrimonial, mais là qui sont exclusivement rattachés à la personne du débiteur. Donc ça veut dire quoi tout ça? On va traduire un peu, tous ces termes juridiques un peu compliqués. Le principe, c'est quoi? Le créancier obliquant ne peut exercer par la voie oblique que les droits et actions à caractère patrimonial du débiteur négligent. Les droits et actions, c'est quoi? Le créancier ne peut pas exercer pour le compte du débiteur une simple faculté. C'est quoi une faculté? C'est la possibilité d'acquérir un droit.
En gros, vous n'avez pas encore de droit, mais en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir ce droit, d'acquérir un droit. Je vous donne, un exemple. Par exemple, vous recevez une offre de contrat, donc on est dans le cadre de l'offre, l'acceptation, vous avez vu tout ça en droit des obligations. Vous recevez une offre de contrat, et ben, le fait d'accepter ou de ne pas accepter cette offre de contrat, c'est pas un droit que vous avez, c'est une faculté. Vous êtes libre d'accepter, ou de refuser l'offre. D'accord? Donc c'est une faculté. Donc ça veut dire que le créancier ne peut pas accepter, à votre place, l'offre. Le créancier ne peut pas accepter pour le compte de son débiteur une offre de contrat qui serait potentiellement, oui, intéressante, hein, pour son débiteur. Mais il ne peut pas. Par la voie oblique, il ne peut pas, le créancier, accepter pour le compte de son débiteur une offre de contrat. Uniquement pour se faire rembourser. C'est pas possible. Ou alors, je vous donne un autre exemple, vous êtes propriétaire d'un appartement, OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, en théorie, vous pourriez très bien le donner à bail, vous pourriez très bien le louer à, quelqu'un. Mais ça, c'est une simple faculté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créancier ne peut pas exercer cette faculté par la voie oblique. D'accord? Par contre, évidemment, si vous avez déjà mis votre appartement en location, bah, évidemment, vous avez une créance de loyer sur le locataire. Donc là, c'est un droit et si jamais le locataire ne paye pas, bah, là, c'est possible d'avoir une action en paiement contre le locataire. Parce que là, il s'agit d'un droit et non plus d'une faculté. D'accord? Alors, tout ça pour dire que le créancier ne peut pas donner à bail, votre appartement par la voie oblique, mais par la voie oblique, il peut en revanche faire une action en paiement contre le locataire si jamais il ne paye pas. D'accord? Il faut bien comprendre que conclure un contrat, hein, c'est pas un droit. Conclure un contrat, c'est bien une faculté. Ensuite, ça veut dire quoi donc les droits et actions à caractère patrimonial? Bah, par exemple, ça va être une action en résolution du contrat. Ça va être une action en nullité du contrat. Ça va être une action en exécution forcée d'un contrat. Heu, Ça peut être une action en responsabilité, sauf pour les droits de la personnalité. Mais en tout cas, voilà, vous avez plusieurs types d'actions possibles. Ça, le créancier, oui, peut le faire, mais du coup, à contrario, ça veut dire que ça exclut tous les droits et actions à caractère extra-patrimonial, comme les actions en divorce ou une action en vue de l'établissement d'un lien de filiation. Le créancier, ça, il peut pas les exercer par la voie oblique. Et puis, autre exception, vous avez les droits et actions, exclusivement rattachés à la personne du débiteur. Alors ça déjà, faut savoir, que c'est une exception qui était déjà, prévue par la jurisprudence avant la réforme, et donc on a plein de jurisprudence, donc ça c'est cool, sur ce sujet, mais faut savoir du coup que faut savoir ce que c'est. Donc un droit ou une action qui est exclusivement attachée à la personne du débiteur, eh bien, elle est exclusivement attachée à la personne du débiteur si l'exercice de ce droit ou de cette action est subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial. Ça, c'est une jurisprudence, d'accord? Donc ça veut dire quoi tout ça? Parce que j'avoue que ça peut ressembler à un bourbier, mais en fait, c'est tout simple. Hem C'est quoi les droits et actions attachés à la personne du débiteur? Exclusivement attachés à la personne du débiteur. Ce sont les droits et actions dont seul le débiteur peut en décider de l'opportunité. En fait, seul le débiteur peut décider s'il est opportun d'exercer ce droit ou cette action. D'accord? Le créancier, il peut pas le faire parce qu'il y a que le débiteur qui peut décider. Donc imaginons je suis, débitrice et il y a que moi qui peux décider si je subis ou pas un préjudice moral, par exemple, hein, puisqu'on a dit que c'était rattaché à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial. C'est la jurisprudence. Donc si je subis un préjudice moral, il y a que moi qui peux décider, si c'est opportun d'agir ou pas. En fait, si vous voulez, il y a que le débiteur qui a ce pouvoir de décider s'il a un préjudice moral, donc ça veut dire que le créancier, il peut pas exercer une action en réparation du dommage moral, que vous auriez, éventuellement subi par la voie oblique. Il y a que vous qui peut décider ça. Heu
tout ce qui va être de la réparation d'un préjudice moral, c'est pas possible pour le créancier parce qu'on considère, là encore, j'insiste, hein, mais on considère qu'il y a que vous, en tant que débiteur, qui pouvez savoir si vous avez été atteint moralement ou pas et donc un créancier, il peut pas décider à votre place pour vous et dire: «Voilà, bah, si, si, hein, vous avez subi un dommage, moral». Non, il peut pas, d'accord? Donc il peut pas agir en réparation d'un dommage moral. Alors je vous donne un exemple, je sais pas, imaginez, votre oiseau, il s'est échappé, il s'est pris un camion, il est mort ou on va prendre un autre exemple, peut-être votre chien, voilà, il s'est fait écraser. Bon, bah, voyez, ça, votre créancier, il peut pas décider à votre place, si vous avez subi un préjudice moral. Parce que ça se trouve et c'est horrible, hein, mais ça se trouve, vous, votre chien, bon, bah, il s'est fait écraser, mais ça vous touche pas plus que ça. Donc c'est pas au créancier de décider à votre place. D'accord? Bon, évidemment que normalement, hein, voilà, votre chien, il se fait écraser, vous avez de la peine et évidemment que ça vous cause un préjudice. Mais vous voyez, c'est pour que, vous visualisez bien l'idée. Donc ensuite, la jurisprudence nous dit quoi? Elle nous parle de considérations, d'accord, hein, personnelles d'ordre moral, mais aussi d'ordre familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, voilà, si jamais, je sais pas, je vous dois 100 000 € et moi je peux pas les payer. Et il y a mon père qui propose de me donner les 100 000 € pour que, bah, voilà, je puisse régler mes dettes et que je puisse vous payer. Bah, là, en tant que créancier, vous pouvez pas faire une action oblique à ma place pour accepter, cette offre de donation. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une simple faculté. Mais au-delà de ça, au-delà de cette simple faculté qu'on a vue tout à l'heure, le fait de savoir si moi, j'ai envie que mon père m'aide à payer les 100 000 €, bah, il y a que moi qui peux le décider. Parce qu'imaginez, moi ça fait 10 ans que, je parle plus à mon père, que, voilà, on est en embrouille, que, il se manifeste, il a appris que je devais, 100 000 €, bon bref et moi, voilà, je peux très bien ne pas avoir envie qu'il paye pour moi. Je peux très bien ne pas avoir envie, compte tenu de nos relations, par fierté ou parce que voilà, j'ai pas envie d'être redevable plus tard après, parce que voilà, on est quand même en tension, j'ai des choses à lui reprocher. Bon, bah, ça se peut que j'ai pas envie d'être redevable après. Donc, au-delà du fait de la simple faculté, c'est vraiment lié à des considérations d'ordre familial. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux très bien ne pas vouloir que mon père, pardon, paye les 100 000 € et ça, le créancier, il peut pas décider à ma place. Vous voyez? C'est des considérations d'ordre, familial. Mais j'aimerais vous alerter sur le fait que dans un cas pratique, faites attention, hein. C'est pas parce que, vous voyez qu'il y a votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, en tout cas que dans le cas pratique, on vous parle d'un membre, de la famille, que vous n'allez pas pouvoir faire d'action oblique, hein. C'est pas, il faut faire attention, hein. Par exemple, je vais conclure un contrat de bail avec ma sœur, d'accord? Je suis propriétaire d'un appartement, trop bien et je décide de le louer à ma sœur. Bon, bah, si je ne fais rien, que je suis insolvable, que je ne paye rien, mon créancier pourra tout à fait assigner ma sœur par la voie oblique, en paiement des loyers. Parce que même si c'est ma sœur, bah, de toute façon, on a déjà conclu un contrat de bail. Donc je peux pas dire: «Oui, mais non, monsieur le créancier, vous pouvez pas, c'est ma sœur, bla bla bla». Bah non, parce que déjà, de toute façon, vous lui avez fait, payer un loyer à votre sœur. Donc l'argument, de toute façon, il est pas valable. Mais voilà, votre créancier, il peut tout à fait assigner, votre, sœur. Donc donc voilà. Alors maintenant, les effets, il y en a 3. Le premier, bon, on l'a vu en long, en large et en travers, le créancier peut exercer le droit ou l'action appartenant à son débiteur. D'accord? Très bien. Le deuxième effet, c'est la possibilité pour le tiers d'opposer toutes les exceptions, donc tous les moyens de défense au créancier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tiers qui est poursuivi, donc C, peut opposer au créancier A, donc au créancier obliquant, tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer au débiteur B, donc au débiteur obliqué, si B avait agi directement. Donc, heu, 1 conséquence, c'est quoi? C'est que C, le tiers, va pouvoir opposer au créancier A toutes les exceptions, tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à B, si c'était B qui avait agi directement. D'accord? Donc par exemple, C, il doit 1 000 € à B.
parce que voilà, en vertu d'un contrat. B n'a pas agi en paiement. A décide de faire quoi? Il décide de faire une action oblique et il va assigner en paiement C. Vous n'oubliez pas que l'action oblique, elle est dirigée contre le tiers, contre C. Donc A décide de faire une action oblique contre C. Et il va la signer en paiement par la voie oblique. Et imaginons que C, il est victime d'un dol de la part de B. D'accord? Eh bien C va pouvoir opposer à A, au créancier, le dol qu'il a subi par B pour faire annuler le contrat. D'accord? Donc c'est ça, le fait que le tiers peut opposer toutes les exceptions au créancier qu'il aurait pu opposer au, débiteur B, eh bien, c'est ça. D'accord? Maintenant, troisième effet, on a l'effet collectif de l'action oblique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action oblique, elle va bénéficier à tous les créanciers. Ça veut dire que l'action oblique, elle a été exercée par un créancier. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien pourtant, heu, cette action oblique, elle va bénéficier aux autres créanciers. Ça veut dire que si votre débiteur, il avait plusieurs créanciers, vous n'êtes pas le seul, il doit de l'argent à plusieurs personnes, pas qu'à vous, eh bien, le fait que vous ayez agi, le fait que vous ayez exercé une action oblique, cette action oblique va pouvoir, permettre aux créanciers finalement d'être payés aussi. Ça va bénéficier à tous les créanciers. Donc il y a un effet collectif malgré le fait que, l'action oblique soit individuelle dans son exercice, d'accord? Donc, ça c'est la deuxième conséquence et donc si imaginons, A obtient la condamnation de C, d'accord? Pour payer, les 1 000 € qu'il doit payer à B. C va devoir payer les 1 000 € et les 1 000 €, ils vont aller où? Est-ce qu'ils vont aller directement dans le patrimoine de A? Eh bien non, ils vont aller dans le patrimoine de B et donc, c'est A qui certes, oui, il va faire payer les 1 000 €, mais c'est c'est à B qu'il les doit, les 1 000 € et comme A a agi pour le compte de B, eh bien, c'est bien B qui va récupérer les 1 000 €. D'accord? Donc, vous voyez bien ici et c'est intéressant de le dire, que dans l'action oblique, il y a certaines choses qui sont pas toujours intéressantes. Alors évidemment, dans un cas pratique, si on vous demande quelle est la meilleure solution pour votre client, vous pouvez pencher pour l'action oblique ou pour l'action polienne. Mais bon, il faut quand même détailler l'action oblique, hein, vous pouvez pas vous permettre de balayer ça, d'un coup de revers en disant: «Oui, enfin, c'est pas possible». Faut vraiment, utiliser tous les fondements juridiques dans un cas pratique. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la vie courante, l'action oblique, elle est pas toujours intéressante parce que imaginons, hem je ne sais pas, que, voilà, les 1 000 €, ils vont rentrer dans, le patrimoine de B. Vous imaginez bien que tous les créanciers, ils vont se précipiter sur cette somme pour se faire payer. Donc c'est vrai qu'il peut arriver que le créancier A, donc c'est lui qui a mis en œuvre l'action oblique, hein, c'est lui qui, il s'est fait des nœuds à la tête, il s'est fait mal au crâne pour pouvoir faire cette action oblique. Il a exposé des frais, enfin en gros il a fait tout le travail, pour que le débiteur du débiteur paye, donc pour que C paye, mais il est tout à fait possible qu'à la fin il récupère rien et c'est pour ça que c'est un petit peu injuste, mais d'autant plus que s'il est créancier chirographaire et qu'il a des créanciers privilégié avant lui, bah, potentiellement, voilà, hein, le créancier A, il va retirer aucun bénéfice de son action oblique. Donc voilà. Donc, faut bien comprendre aussi, parce que ça souvent c'est une question qui vous pose, problème, si jamais les 1 000 ils vont dans le patrimoine de B, comme on l'a vu. La question c'est est-ce que A, il doit encore faire une action pour récupérer les 1 000? Bah, en fait A, soit il a déjà un titre exécutoire et dans ce cas, il va mettre en œuvre, les voies d'exécution. Soit il a pas encore de titre exécutoire et là, il va alors devoir assigner B pour pouvoir obtenir son titre exécutoire et ensuite il obtiendra le paiement. D'accord? Mais en général, ça se passe comment? Bah, vous êtes créancier A, vous faites les 2 actions en paiement, enfin vous faites les 2 actions, une en paiement et l'autre, c'est l'action oblique. Vous assignez, C par la voie oblique pour qu'il soit condamné à payer, vous voulez récupérer l'argent et dans le même temps, vous assignez, B en paiement directement. D'accord? Bref, retenez juste que le créancier obliquant qui a décidé d'intervenir, il n'a pas de droit de préférence.
sur les autres créanciers. Donc son action oblique, elle peut profiter aussi à tous les autres créanciers. Donc les sommes obtenues par le créancier obliquant, vont aller dans le patrimoine du débiteur obliqué et non dans son patrimoine directement, comme je vous l'ai expliqué, et ces sommes devront être partagées avec tous les créanciers. Donc le créancier qui a exercé l'action oblique, bah, il se trouve un peu, on va dire, en concurrence avec les autres créanciers. Donc vous voyez, l'action oblique, c'est pas non plus tellement, forcément intéressant. Alors maintenant, on va voir l'action polienne et surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez envie que je fasse des fiches de droit, bah, faites-moi signe, tout simplement. Donc on y va sur l'action polienne. C'est l'article 1341-2. Ici, le débiteur, pour avoir à éviter de payer le créancier, il va accomplir un acte, mais qui va l'appauvrir. C'est-à-dire que A, il est créancier de B. B, lui doit 1 000 € par exemple, et B n'a plus rien dans son patrimoine, sauf un bien qui vaut justement 1 000 €. Et B, il décide de faire quoi? Il décide de donner son bien à C, donc le tiers, de façon à se rendre insolvable, pour ne pas avoir à payer A. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il organise son insolvabilité, d'accord? Donc l'action polienne, elle va consister à quoi? Elle va consister pour A, à agir contre le tiers, C, qui a bénéficié de l'acte d'appauvrissement. Et elle va permettre au créancier d'obtenir que cet acte d'appauvrissement lui soit déclaré inopposable. On va voir tout ça avec des exemples parce que là, c'est très théorique. Heu et on va voir ça à travers les 3 conditions qui sont nécessaires pour faire une action polienne. La première condition, elle est relative à l'acte accompli par le débiteur. Donc, si le créancier il veut agir par la voie polienne, il va devoir démontrer 2 choses. Il va devoir démontrer qu'il y a eu un acte d'appauvrissement du débiteur et que cet acte a entraîné ou aggravé l'insolvabilité du débiteur. L'acte d'appauvrissement, c'est quoi? C'est l'acte qui va diminuer la valeur du patrimoine du débiteur. Et en fait, c'est tous les actes qui vont, entre guillemets, «dépouiller» le patrimoine du débiteur sans contrepartie ou comment dire? Sans contrepartie suffisante. C'est le cas de la donation. Si vous faites une donation, vous vous appauvrissez. Et je rappelle ce que c'est qu'une donation, c'est le contrat par lequel une personne, le donateur, va transférer un bien à un autre, le donataire, sans contrepartie et en vertu d'une intention clairement libérale. Donc je suis créancier d'une somme d'argent, mon, débiteur n'a pas réglé sa dette, d'accord? Et il est devenu insolvable alors qu'il a fait pourtant une donation à un proche, à un tiers. D'accord? Et ce tiers, vous êtes d'accord? Il a bénéficié de cet acte d'appauvrissement. Il a bénéficié de la donation. Donc je fais quoi? En tant que créancier, je vais agir contre le tiers pour que l'acte frauduleux, hein, cette donation, l'acte d'appauvrissement dont il a bénéficié me soit déclaré inopposable. Je peux donc obtenir la somme d'argent malgré, l'insolvabilité de mon débiteur. Mais il faut savoir que le simple fait de contracter de nouvelles dettes, c'est pas considéré comme un acte d'appauvrissement. Pourquoi? En fait, il faut toujours avoir en tête que le débiteur, il a le droit de contracter de nouvelles dettes. Donc ça veut dire que même s'il est insolvable, même s'il est lourdement endetté, bah, il conserve sa libre gestion de son patrimoine. C'est-à-dire que, ben, payer d'autres dettes également. Si vous avez par exemple 3, si le débiteur il a 3 créanciers, et ben, enfin, en gros, vous pouvez pas vous plaindre. Vous pouvez pas lui dire: «Oui, mais tu as payé l'autre, non, tu dois me payer moi». C'est pas possible. Pourquoi? Parce que, ben, on est tout à fait libre de contracter de nouvelles dettes. Donc ça, c'est pas un acte d'appauvrissement. D'accord? Donc faites attention dans un cas pratique. Sur le fait que l'acte, il entraîne ou il aggrave l'insolvabilité du débiteur, bon, bah, là, faudra vérifier si le débiteur, il est insolvable suite à son acte d'appauvrissement. Le créancier, ici, il est privé de la possibilité de recouvrer sa créance. Pourquoi? Parce que l'acte frauduleux qui a été effectué, donc par exemple la donation, l'acte frauduleux effectué par le débiteur, ça a provoqué ou aggravé son insolvabilité dans le but d'échapper à ses obligations. Alors maintenant, on a les conditions relatives à la créance du demandeur. Il faut que votre créance, elle ait existé antérieurement à l'acte d'appauvrissement. Et c'est logique parce que finalement, l'action polienne, ça permet de contrecarrer un acte du débiteur qui est accompli, certes, mais accompli en fraude de vos droits, en fraude des droits du créancier.
Donc c'est logique, comment un créancier, il pourrait invoquer une fraude s'il était même pas créancier au moment où l'acte frauduleux a été fait? D'accord? Donc c'est très logique. Et là, vous n'avez pas besoin d'une créance certaine avant l'acte d'appauvrissement. En fait, la Cour de cassation, elle est venue considérer qu'il suffit que vous ayez un principe certain de créance. C'est la formule, un principe certain de créance. Ou autrement dit, une créance certaine dans son principe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est une créance qui va certainement exister. Donc, faut pas confondre avec la créance certaine qui ne fait l'objet d'aucun doute. Mais c'est une créance qui va certainement exister. Je vous donne un exemple, ça va être très clair. J'ai un locataire, d'accord, et il se trouve que, bah, les parents de mon locataire se sont portés caution. Donc vis-à-vis de moi, de mon locataire, bah, j'ai une créance de loyer. Il y a pas de problème ici, d'accord? J'ai une créance de loyer, OK, mais vis-à-vis de ses parents qui se sont portés caution, bah, tant que le locataire, lui, il paye les loyers, bah, j'ai pas de créance certaine sur eux. Vous êtes d'accord? Ma créance sur eux, elle ne deviendra certaine que si mon locataire est défaillant, c'est-à-dire que si mon locataire ne paye plus les loyers. Donc j'ai pas de créance, certaine, néanmoins, j'ai pas non plus, rien du tout. Si jamais mon locataire, il paye pas, ben, j'aurai une créance sur eux et c'est ça qu'on appelle, le principe enfin, c'est ça, le principe, certain de créance. Donc la créance, elle est pas certaine, mais il y a quand même quelque chose, vous voyez? Il y a pas rien du tout et cette créance, même si elle n'est pas encore certaine, elle pourrait très bien le devenir un jour, certaine. Donc la Cour de cassation, elle dit que, bah, voilà, ça suffit d'avoir un principe certain de créance pour pouvoir exercer une action polienne. Donc ça, c'est le principe. Évidemment, en droit, il y a toujours des exceptions et l'exception, c'est la fraude anticipée. C'est-à-dire que on peut avoir un acte antérieur à la naissance de la créance qui est possible en cas de fraude anticipée. La fraude anticipée, c'est quoi? Ben, c'est le cas dans lequel, l'acte d'appauvrissement, il est antérieur à la naissance de la créance, mais l'acte d'appauvrissement, il a justement été accompli en considération du fait que la personne allait devenir débitrice ensuite. Je vous donne un exemple et cet exemple, il s'appuie sur une jurisprudence assez, classique. Vous avez un homme qui avait décidé de faire exploser un immeuble, d'accord? Donc, bah, il était en embrouille, avec ses propriétaires, hein, et il sait très bien que le jour où il va, bah, décider de faire exploser tout l'immeuble, il sait très bien qu'il va devenir le débiteur, en tout cas, il va devenir débiteur d'indemnisation à l'égard de ses propriétaires, puisqu'il va leur causer un dommage. L'immeuble, va exploser. Donc avant d'aller faire exploser l'immeuble, ben, qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Il va donner tous ses biens à son enfant en se disant: «Bon, bah, voilà, comme ça, moi, je vais faire exploser l'immeuble, très bien et je sais que je vais être débiteur d'indemnisation, mais comme je serai insolvable, bah, voilà, je les indemniserai pas, voilà et je les indemniserai jamais». Donc si vous voulez, au moment où il a accompli l'acte d'appauvrissement, cet homme-là, au moment où il a accompli l'acte d'appauvrissement, il va donner tous ses biens à son enfant. Il n'est pas encore devenu débiteur des propriétaires de l'immeuble à ce moment-là. Mais il sera débiteur des propriétaires qu'une fois qu'il aura fait exploser l'immeuble. Mais comme il avait justement accompli cet acte d'appauvrissement en considération du fait qu'il allait devenir débiteur, eh bien la jurisprudence, elle a admis dans ce cas-là que l'action polienne, c'était tout à fait possible malgré le fait que l'acte d'appauvrissement, il était antérieur à la naissance de la créance. D'accord? Donc voilà et ensuite, il faut donc, donc vous avez bien compris, hein, le principe certain de créance, c'est exactement, comment dire? La même condition au moment de l'exercice de l'action, polienne. Donc quand vous exercez l'action polienne, au moment où vous l'exercez, hem il vous faut une créance certaine en son principe. Donc, maintenant par rapport à la fraude, ben, attention ici, hein, faut pas se tromper, la fraude, c'est pas forcément enfin, c'est même pas du tout l'intention de nuire, du débiteur qu'il faut montrer, hein, pas du tout, hein. Pour établir la fraude, faut montrer que le débiteur, il avait juste, enfin «juste» entre guillemets, hein, conscience du préjudice qu'il causait à son créancier. D'accord? Alors maintenant par rapport au tiers, est-ce que, le tiers, il faut qu'il bénéficie enfin, comment dire? Est-ce que le tiers qui bénéficie de l'acte d'appauvrissement, donc c'est le tiers,
dans le schéma, hein. Est-ce qu'il faut que le tiers, il ait été complice de la fraude ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il ait eu conscience qu'il y avait une fraude de la part du débiteur lorsqu'il a conclu l'acte avec lui? Parce que vous comprenez bien le schéma, hein. On a, forcément, C et B, qui sont en contact. Donc est-ce que C avait conscience qu'il y avait une fraude de la part du débiteur lorsqu'il a conclu l'acte avec lui? Là, faut distinguer. Si l'acte est à titre gratuit, bah, vous n'avez pas besoin de démontrer la complicité du tiers. Par exemple, si c'est une donation, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez B qui a donné tous ses biens à C. Par exemple, un père qui a donné tous ses biens à son enfant. Donc, B a donné tous ses biens à C, bah, à ce moment-là, A va pouvoir exercer une action polienne, peu importe de savoir si C, il avait conscience ou pas de participer à une fraude. Peu importe. Par contre, si l'acte, c'est un acte à titre onéreux, ça veut dire que, par exemple, C a acheté les biens de B. Bah, dans ce cas-là, il faudra démontrer la complicité du tiers et pour démontrer la complicité du tiers, faudra démontrer qu'il avait connaissance de la fraude. En fait, tout ça, c'est assez logique, pardon, parce que si vous avez reçu une chose à titre gratuit, ça veut dire que vous n'avez, bah, rien payé pour l'obtenir. Donc c'est normal de si vous voulez qu'on vous protège un peu moins. Alors que si vous avez payé pour obtenir quelque chose, bah, vous devez être protégé davantage. Alors maintenant, on va passer aux effets et l'effet, c'est quoi, dans l'action polienne? Tout simplement, c'est l'inopposabilité. Donc le créancier, il pourra faire saisir le bien acquis frauduleusement par le tiers, comme si le bien était resté dans le patrimoine du débiteur. Donc je reprends, l'exemple, B par exemple doit 1 000 € à A, B a un bien d'une valeur de 1 000 €, B le donne à C de façon à se rendre insolvable et A exerce une action polienne, contre C et A obtient gain de cause. Donc, bah, là, on va estimer que le contrat de donation qui est intervenu entre B et C, il est inopposable à A. On va faire comme si, ce contrat de donation pour A n'avait jamais existé. Autrement dit, c'est comme si le bien, n'était jamais sorti du patrimoine de B malgré l'acte de donation qui a été, fait. Donc A, il va pouvoir après, exercer son action polienne, il va pouvoir saisir le bien après avoir exercé son action polienne, il va pouvoir saisir le bien comme si le bien, bah, il était toujours dans le patrimoine de B et ensuite il va pouvoir se payer sur le prix d'adjudication. Donc, on a l'effet relatif de l'action, polienne. Elle ne profite qu'au créancier, cette fois, qui a décidé d'agir et non à tous les créanciers du tiers défendeur. Donc, voilà, hein et vous devez faire attention pour A, on fait comme si le contrat n'avait jamais existé, hein, mais il ne faut pas confondre l'inopposabilité et la nullité. On est bien d'accord? Parce que la nullité, c'est vrai qu'on fait comme si le contrat n'avait jamais existé, mais la nullité, elle vaut à l'égard de tous, d'accord? Alors que c'est pas le cas pour l'inopposabilité. L'inopposabilité, ça vaut qu'à l'égard du créancier qui a exercé son action polienne. Il y a que pour lui que le contrat est inopposable, d'accord? Donc en revanche, pour le débiteur et pour le tiers et pour toutes les autres personnes, ben, s'il y a, voilà, d'autres créanciers, bah, le contrat de donation, il existera toujours pour eux. Donc vous voyez bien que cette action polienne, elle est beaucoup plus intéressante par rapport à l'action oblique. Pourquoi? Parce que l'effet relatif de l'action polienne, ben, grâce à ça, il y a que celui qui exerce l'action polienne qui profite des effets de l'action polienne. Je vous redonne un autre exemple. B doit 1 000 € à A, B, il est propriétaire d'une maison et il décide de la donner à C pour se rendre insolvable. Donc A exerce une action, hem, polienne et pour que le contrat de donation soit inopposable à son égard, bah, il fait saisir la maison comme si elle appartenait toujours à B et il la fait vendre et imaginons que cette maison, elle soit vendue 150 000 €. Bon, bah, B, il doit 1 000 à A et la maison, elle est vendue 150 000. A, il va se faire payer, donc 100 000 sur le prix d'adjudication et les 50 000 restants, ils vont où? Bah, ils vont à C. Ils ne vont pas aller dans le patrimoine de B parce qu'entre B et C, le contrat de donation existe toujours. Donc c'est bien C qui est propriétaire de la maison. Donc c'est à lui que revient, si vous voulez, le reliquat du prix d'adjudication. Si jamais le tiers, il était conscient de la fraude, bah, oui, on reverse quand même la différence parce que ça, c'est une question que vous vous posez souvent, hein. Si le tiers, il était conscient de la fraude, bien oui, on reverse quand même la différence parce que peu importe qu'il soit complice ou pas de la fraude, pour lui, le bien lui appartient, c'est toujours lui qui est propriétaire, d'accord?
Bref, une fois que vous avez obtenu que le contrat soit inopposable à votre égard en tant que créancier, hein, vous allez devoir, bah voilà, hein, saisir le bien pour le faire vendre. Il va falloir mettre en place des mesures d'exécution, donc toutes les procédures de saisie, etc., etc. Mais ça, c'est une autre matière, c'est de la procédure civile d'exécution. Donc, je m'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si tout ce que je vous ai dit vous a aidé, vous a éclairé et de liker la vidéo, bah, moi, ça me permet de continuer à vous donner des cours de droit gratuitement, en fait, tout simplement. Donc, je vous en serai très reconnaissante et je m'engage dans ce cas-là à vous délivrer un contenu pertinent et rigoureux pour que vous puissiez réussir parfaitement vos partiels ou vos examens. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.